Donc maintenant, ça va faire. Bon, on va calculer combien les panneaux nous délivrent. C'est normal, c'est écran noir. Madame est connaisseuse. Donc on va calculer la puissance délivrée par le panneau. Alors l'ensoleillement, on va se mettre en été, d'accord? On va faire un peu de pub pour Valence. On va dire que la puissance au sol, c'est 700 watts. Moi, que ça, c'est pas faux, par contre. C'est 700 watts. Et la durée du jour, je crois que ça peut être 16 heures en été, non? Je crois que c'est ça. Bon. Bon. Bah, la puissance fournie, hein. Par le panneau. Ouais. Ah, c'est la puissance au sol. C'est pas égal, hein, c'est ensoleillement 2 points. Là, c'est la puissance au sol, puissance reçue, puissance solaire, reçue au sol. Vous voyez que c'est beaucoup quand même, 700 watts, ça fait ça tabasse. Hein. Donc la puissance fournie par le panneau, c'est simplement 700. On va l'appeler P panneau, c'est 700 fois la surface fois état. Donc ça, c'est la puissance solaire. État, je vais vous dire ce que c'est. Ça, c'est la surface. Et état, c'est le rendement. Alors actuellement, les cellules industrielles, elles tournent autour de 20%. Les cellules expérimentales, elles montent péniblement autour de 25%, mais c'est clairement le gros point limitant des cellules. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, vous vous en souvenez pas vous, mais l'État avait fait un truc absolument dingue. Il avait fait des subventions pour les panneaux solaires qui étaient honteuses. C'était des panneaux de première génération qui avaient un rendement péniblement de 15%, qui étaient ultra polluants à fabriquer. Enfin, c'était anti-écologique au possible, quoi. Maintenant, ça va mieux. Le rendement commence à arriver à 20% parce que quand vous avez un panneau, il faut quand même faire attention à mettre en balance l'énergie qui va économiser, du fait que c'est un panneau solaire, à l'énergie qui va coûter à fabriquer. Parce que comme c'est du silicium, pour faire la microélectronique en silicium, vous montez à plus de 1000 degrés. Donc vous le chauffez comme une brutasse, le truc. Donc ça a un coût énergétique qui est non négligeable. Donc regardez le coût qui va coûter à fabriquer par rapport au coût énergétique qu'il va produire, c'est pas toujours évident. La puissance, c'est en watts, oui. Non, ça, c'est l'unité d'énergie. Les watts par heure, c'est la puissance délivrée pendant 1 heure. 700 fois S, ça fait 1000 fois 0. Ça fait 1400 fois 0,2. Que vous avez un rendement. Vous profitez que de 20% de la puissance solaire, de toute façon. 700 fois 10, ça fait 7000 fois 0,2. Ouais. Ça fait 1400. Ouais. Voilà, donc on a 1400 watts ici. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 1400 watts? Bon. Alors on va regarder le stockage. On va regarder d'abord le stockage dans une batterie. Donc là, il s'agit d'être fort parce que il va falloir maîtriser la règle de 3. Donc on va maîtriser la règle de 3 et on va dire que 50 litres d'essence
50 litres pardon, de batterie. Non, excusez-moi, 30 litres de batterie. 30 litres de batterie font faire 50 km. Et que 30 litres d'essence permettent de faire 350 km. Donc de ça, on peut en déduire que 1 litre de batterie permet de faire 35 sur 5 km. Non, 5 sur 350, excusez-moi. Ça fait 0,014. Ouais, donc ça fait 14 mètres. Ça, c'est l'énergie qui vous intéresse. Si on fait fois 50, ça fait que 71 mètres. Enfin, non, 700 mètres. Ah oui, il y a un problème. Donc on s'est planté dans la fraction, c'est l'inverse. Faites-la dans ce sens-là, ça ira peut-être mieux. Voilà, ça fait 7 km. Là, on va calculer pour 1 litre de batterie, on va calculer l'énergie. Et on peut pas faire 200 km avec une batterie électrique si avec 30 litres d'essence, on fait 350. Si, mais ce qui nous intéresse, c'est l'énergie. Là, c'était juste pour montrer le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez ici le nombre de kilomètres que vous faites avec 1 litre de batterie électrique. Vous faites que 30 km. D'accord ? Vous faites 27 km avec 1 litre de batterie électrique. Alors, en termes d'énergie, en termes de volume, en termes d'énergie, alors c'est là que vous avez un paramètre qui est important. Vous faites 350 km. Alors je vais lui donner en kilomètres, ce qui fait que ça ne dépend pas de la consommation de la voiture.
D'accord? Puisque vous êtes directement en kilomètres. Donc, quelle que soit la consommation de la voiture, ça ne jouera pas, parce que vous faites une règle de 3. D'accord? Si vous faisiez en fonction de la consommation, vous multiplierez par le même nombre des deux côtés. Donc, c'est simplement, vous avez un rapport direct avec ça. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'elle consomme ça, comme vous avez un facteur 7, typiquement sur les rapports de distance, d'accord? C'est là que vous stockez 7 fois plus d'énergie dans la batterie électrique, dans le litre d'essence que dans un litre de batterie électrique. D'accord? Si vous allez 7 fois loin, c'est que vous stockez 7 fois plus d'énergie. C'est aussi bête que ça. En termes d'énergie. Donc ça, c'est pour l'énergie. Donc ça, c'est important. Et on obtient que 1 litre de batterie. Donc je vous rappelle que 1 litre d'essence, c'est 35, je sais pas combien, alors 35 mégajoules. Parce que 35 mégajoules divisé par 7, c'est facile, ça fait 5 mégajoules par litre. Dans ce fait cas, c'est pas parce qu'il y a des mégas que ça fait beaucoup. 35 mégajoules, ça fait pas énorme. 35. 35 divisé par 5. Par 7, pardon. Votre batterie, vous allez 7 fois plus loin avec de l'essence qu'avec avec un litre d'essence. Vous allez 7 fois plus loin. Parce que vous avez 30 litres qui fait 350 et le même volume qui fait 50. Donc, vu que c'est le même volume, d'accord, vous allez 7 fois plus loin pour le même volume. Donc la densité de l'énergie est 7 fois plus grande. Donc 1 litre de batterie, ça fait combien? Ça fait 5 mégajoules. 5 350 divisé par 7. C'est pour ça que j'ai mis la moitié, hein, c'est plus simple. Bon, maintenant on a fait ça. Alors maintenant, on va faire un truc. Donc la puissance, Non, on a la moitié en dessous. on a 5 mégajoules par litre. 5 mégajoules. Après, 50 litres de batterie fois 5 mégajoules. 30 litres de batterie fois 5 mégajoules, ça fait 150 mégajoules. oui. Vous pouvez pas le mettre en watts, c'est une puissance en watts. Ça n'a pas de sens. Donc ça fait 150 mégajoules. Ah ouais, il faut y aller. Hein. Et regardez, quand vous faites un plein de voiture, vous mettez, mettons, 50 litres dedans. D'accord, 50 litres, ça vous fait 3 fois 50, ça vous fait 150. Vous mettez 1 gigajoule dedans. Avec 50 litres d'essence? 30 fois 50, ça fait 1 giga, non? 30 fois 50, ça fait 150. Et 100, 1500, 10 puissance 6. Ça vous fait 1 gigajoule que vous mettez dans votre voiture. La production d'EDF, je crois que c'est à peu près 1500 terawatts par an. Terawattheures par an. C'est-à-dire que vous avez une centrale nucléaire, c'est 1000 terawatts à peu près la production. Et vous en avez 52 en France. Donc, non, mais c'est les problèmes d'énergie qu'on va avoir cet hiver, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que quand tout le monde se met à chauffer, ça tabasse. Les gros postes sur lesquels vous économisez beaucoup d'énergie, c'est le chauffage. Parce que ça va très vite. Et donc le chauffe-eau, c'est électrique. Par contre, un truc qui est amusant, c'est si vous calculez l'électricité chez vous, vous vous rendez compte que c'est peanuts. Donc vous énervez sur l'électricité, c'est rien. L'électricité, c'est quelques pourcents de votre consommation. Donc si vous réduisez de 10% les quelques pourcents, et ça vous fait du 0,1%. Donc vous êtes dans la barre d'erreur. Donc vous battre pour éteindre la lumière, ça n'a aucun effet. Par contre, ce qui est très cher, c'est les réfrigérateurs, les congélateurs, ça fonctionne tout le temps. L'eau chaude, tout ça, c'est énorme.
Donc l'eau chaude, ouais, quand vous faites un chauffe-eau, c'est pas rien, quoi. Alors il me semble que l'erreur qu'on a fait là, c'est que les 0,8 kcal, c'est par gramme. Il se cache dans de l'eau. On va regarder l'énergie stockée dans de l'eau. Dans de l'eau. Ça, c'est extrêmement simple. Pour élever un litre d'eau de 1 degré, il faut combien de kilocalories? Pour élever un litre d'eau de 1 degré, il faut combien de joules? Voilà. Ok. Bon. Justement, on va voir pour 1 degré. Oui, je calcule la densité énergétique de l'eau et de la... Après, on va regarder l'énergie produite par nos palos. Donc, on la pour nos... Par... Si, parce qu'il faut que je transforme l'énergie en watts et l'énergie en joules. Il faut que j'ai une unité, si vous voulez. La puissance qui est sortie de mes panneaux. C'est 1400 watts fois 16 heures. D'accord, ça c'est le jour. Fois 60 minutes. Fois 60 secondes. Et ça fait... Alors, je vais le calculer. C'est un 16, hein, ça. Ça fait 80 740 000. 80 mégajoules. Vous me dites 80 mégajoules. Ah, ce qu'on aurait pu calculer sur un litre d'eau, c'est pour un chauffe-eau de 200 litres. C'est ça qui nous intéresse. Pour un chauffe-eau de 200 litres, ça nous fait 4,18 10 puissance 3 fois 200. Ça fait combien? C'est 1400 fois 16, fois 60 fois 60, ça fait 80,6 mégajoules. Donc pour mon chauffe-eau, ça fait 0,8 mégajoules. C'est pas divisé par 16 pour trouver puissance. Je divise par heure. Non, pour avoir la quantité d'énergie, il faut que je multiplie par le temps. La puissance multipliée par le temps. Et comment on trouve 0,8 mégajoules par contre? C'est si multiplié par 200 la capacité de mon chauffe-eau. Mais je crois qu'on a oublié un facteur 3 parce que c'est par gramme la capacité calorifique de l'eau. Il me semble. Mais c'est quoi le calcul pour avoir 0,8? Mais il faut que je multiplie la puissance par le temps. Oui, mais on fait combien de temps? En une journée. Non, excusez-moi. C'est la puissance du chauffe-eau par les 200 litres. Oui, mais on n'a pas le temps qu'il faut pour le faire chauffer.
Non, mais ça, on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est que la capacité calorifique multipliée par le volume, ça vous donne de combien ça va chauffer si on fait 1 degré, combien d'énergie il faut mettre dedans. Si vous avez 200 litres d'eau, Oui, mais c'est 200 fois la puissance calorifique fois le temps. On n'a pas le temps. non, mais ça, c'est la puissance qu'il faut mettre dedans. C'est-à-dire, c'est l'énergie pour faire chauffer 1 litre d'eau, 1 degré pour 200 litres d'eau. Si vous mettez dedans 0,8 mégajoules, ça va monter de 1 degré. Et du coup, c'est en. C'est des joules. C'est des joules par Kelvin, si vous voulez. L'unité, c'est des joules par Kelvin moins 1. Pourquoi ? Non, vous faites des watts, d'accord ? Ce que vous allez trouver, vous avez des 4,18, c'est des calories, c'est des joules par degré par gramme, par kilogramme. Vous remultipliez par des kilogrammes, ça vous fait des joules par degré. Et après, on divise par 3600 et ça fait 230 watts. Pourquoi vous divisez par 3600 ? Pour avoir la conversion joule en watts. Non, mais vous le voulez en joules. Vous, ce que vous voulez, c'est savoir si vous mettez tant de watts dans votre eau, de combien la température aura augmenté. Il ne faut pas 0,8 mégajoules pour faire monter de 1 degré. Si on va monter à 70 degrés. Ben si. C'est énorme ce qu'il faut pour faire chauffer de l'eau. C'est phénoménal ce qu'il faut pour faire chauffer de l'eau, c'est ça le problème. Ça fait 58 mégajoules pour faire chauffer jusqu'à 210 degrés. Ben oui, c'est pour ça que les chauffe-eau électriques, ça vous ruine. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Là, vous venez de découvrir que l'eau a une chaleur spécifique absolument énorme. C'est pour ça que ça gouverne la météo, par exemple, l'eau. Donc, nous, finalement, notre panneau solaire, donc la puissance des panneaux, ils vous sortent 80 mégajoules. On a dit qu'ils sortaient 80 mégajoules. Donc, si on le stocke dans des batteries, si on stocke dans des batteries, ça fait combien de batteries, ça ? On avait dit combien par batterie ? On n'a pas la capacité totale de la batterie. On l'a. Mais si, on l'a en joules. Par litre, 80 divisé par 5, ça fait combien ? Ça fait 15, c'est ça ? 16 ? Non, 15, 16. Ça nous fait 16 batteries. Ça nous fait 16 litres de batterie, plus exactement. Alors, pour chauffer de l'eau, par contre, on en chauffe beaucoup. Hein. Donc normalement, on chauffe de l'eau à peu près de 40 degrés sur un chauffe-eau. Donc 40 degrés, ça nous fait 80 divisé par... Enfin, on chauffe largement 2 chauffe-eau comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut 160 mégajoules pour faire 50 km. On a dit qu'il fallait 30 litres de batterie pour faire 50 km. Là, on a juste à faire x2 et on a le nombre de mégajoules pour faire en kilomètres. Bah ouais, ce qui vous étonne. 160 mégajoules, ça fait beaucoup. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Hein. Non, c'est ça. Mais le problème de l'eau, si vous voulez, c'est que c'est un corps très très particulier sur la Terre. C'est le sol qui a une chaleur spécifique absolument gigantesque,
Alors ça, c'est dû aux liaisons hydrogènes, donc vous verrez ça peut-être en chimie. C'est-à-dire que vous avez des hydrogènes qui s'accrochent dans le même fil d'eau, et ça, pour les décrocher, faut les chauffer fort, hein. Et donc ça une chaleur spécifique énorme. C'est dû aussi à ça que la glace augmente de volume quand vous la gelez. Et il faut y aller pour faire chauffer de l'eau. Vous mettez un moment. Si vous avez l'expérience de ça, quand vous voulez faire une friture, vous voulez faire bouillir de l'huile, ça va très vite. Par contre, bouillir de l'eau, faut chauffer un moment, quoi. Et là, vous voyez que dans un truc comme ça, vous chauffez en termes de litres de flotte, vous en chauffez un moment avec 80 mégajoules. Ça veut dire que vous pouvez chauffer plusieurs chauffe-eau comme ça tranquillement. D'accord? Je trouve que c'est un peu trop, donc on a dû faire une erreur quelque part. Du coup, ça fait 44 kW pour faire 50 km. Ouais. C'est possible? 44, combien vous dites? 44 kW. C'est pas beaucoup ça. 44 000 watts. Comment vous avez trouvé? Ça, il me semble que c'est par gramme, c'est pas par litre. Donc si c'est par gramme, on se prend un facteur 10 puissance 3 là, et je crois qu'on retrouve des choses beaucoup plus raisonnables. Vous pouvez regarder sur internet. Ouais. Où c'est qu'on s'est trompé alors? Ici, vous avez divisé 350 par 50, n'est-ce pas? Mais c'est pas à l'inverse. En fait, ici, je dis ça parce que vous cherchez 1 litre de batterie, n'est-ce pas? On cherche 1 litre de batterie, donc 30 litres de batterie va nous donner 50 km. Jusqu'à maintenant, c'est bon. C'est une esticométrie en fait. Un litre de batterie donne 50 km, oui. Ok, après, ici c'est kilomètres, ici c'est kilomètres, dont 350 km nous donne 30 litres. Donc, ça, c'est de 30, on va démarrer. 50 divisé par 300. Je l'avais marqué au début, alors pourquoi c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça, mais je dis, ça c'est un peu... Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on s'est planté là. Parce que moi j'avais marqué ça au début. Oui. Alors je sais pas si vous avez déjà fait le problème du verre dans le whisky. Est-ce que vous mettez de la glace dans votre whisky? Ne me dites pas que vous n'en buvez pas, je ne croirais pas. Alors, est-ce que vous mettez des glaçons dedans? Oui. Au moins, il y en a un qui est honnête. Alors. Alors, je vais vous poser 2 problèmes, si vous voulez. Alors, pour finir en beauté, je vais définir 2 problèmes, quand même. Je vous prends 2 verres identiques. Voilà, alors regardez bien mon problème. Je prends 2 verres identiques. Il y en a un qui est plein de whisky et l'autre qui est plein de flotte. D'accord? Et puis maintenant, je prends une petite cuillère. Je prends une petite cuillère là. Je la mets dans la flotte. Je touille. Puis je prends une petite cuillère du mélange. Je le mets dans le vin et je touille. Donc pour la semaine prochaine, je vous demande de réfléchir. Est-ce que j'ai plus de vin dans l'eau ou d'eau dans le vin? Voilà. Ne me donnez pas la réponse, vous réfléchirez. Bon. Maintenant, je vous pose la question, beaucoup plus sérieusement. Si j'ai un glaçon... Qui est où? Où est l'alcool? Où est l'eau? Où est l'alcool? Où est l'eau dans mes verres? Vous m'étonnez là. Oui, non mais oui, d'accord, mais on reset maintenant. On passe. Ouais, pourquoi? Exact. Donc c'est la poussée d'Archimède dépend de la densité. Alors peut-être que vous n'avez pas tous fait cette observation, mais l'alcool est moins dense que l'eau. Il faut prendre de l'alcool un peu sévère pour le sentir, parce que quand vous êtes dans un alcool à 10 degrés, vous ne le sentirez pas. Mais prenez un truc qui dabase un peu, vous sentirez la différence de densité. D'accord, genre un truc, je ne vais pas vous donner le nom, mais...
Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi le pastis est blanc? Et pourquoi il est blanc quand on le sert, il n'est pas blanc quand on a la bouteille? Parce que l'anis est soluble dans l'alcool, mais en dessous d'un certain titrage. En dessous, il précipite, donc il devient blanc. Et si vous piquez de l'alcool au labo là-haut, vous faites un pastis blanc, vous mettez de l'alcool, il se redissout. Voilà, pour gagner des paris faciles, la prochaine fois que vous êtes au bar, vous pariez 10 €, vous le faites redevenir normal, et voilà, vous gagnez. Voilà, bon, donc en fait, tout cet exercice consiste à dire, je plonge un glaçon dans l'eau pendant 140 jours, est-ce qu'ils font combien il en reste? C'est aussi con que ça, ce problème. C'est aussi con que ça. Ce qui est impressionnant dans ce problème, c'est qu'il y a des tas d'histoires de je sais pas quoi qui vous racontent, enfin bon, bref. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, dans les exos, on utilise un langage vachement sérieux pour faire bien, quoi. Mais quand on résume le problème, c'est je mets un glaçon dans la flotte, combien de temps il va mettre pour fondre? C'est tout connement ça. Alors, première chose, on va faire l'approximation, parce qu'en physique, on appelle ça l'approximation de la vache sphérique. L'approximation de la vache sphérique, c'est de dire que la seule chose qu'on sait à peu près traiter dans le monde, c'est une sphère. Donc, on va faire un iceberg sphérique. Donc, un iceberg sphérique, c'est ça. Voilà, je vous fais mon iceberg. Vous allez voir comme il est joli, mon iceberg. Voilà, ça c'est mon iceberg. Alors en fait, il n'est pas bien fait parce que normalement, il est enfoncé de combien, mon iceberg? Il y a un quart au-dessus et trois quarts en dessous. Je crois que c'est plutôt 2 tiers, mais enfin, c'est cet ordre-là, quoi. Il y en a plus en dessous qu'en dessus, quoi. C'est ça l'idée. Voilà. Bon, alors maintenant, mon iceberg, il va recevoir de la chaleur de partout. Alors en fait... c'est là où... Alors là, on commence à réfléchir. Là, Arthur, il en reçoit de partout de la chaleur. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop. Et puis, d'en haut, il en reçoit comme ça. Bon, alors là, il faut commencer à réfléchir et être intelligent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce dessin? Il reçoit de la chaleur plus forte en haut qu'en bas. Pourquoi? Oui, mais... on va faire le pas de plus dans le raisonnement. Alors, est-ce que quelqu'un peut aller un tout petit peu plus loin dans son raisonnement? Qu'est-ce qui arrive à la chaleur, au rayon qui vient du soleil? Elle réfléchit, c'est la dégo de... Exact. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui se propagent, qui se font, Ah, bref, vous m'avez compris. Les rayons qui viennent du soleil sont extrêmement réfléchis. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau thermique, il y a un mauvais contact entre l'air et la glace, ce qui fait qu'ils ont du mal à rentrer. Alors que ce qui vient de l'eau, ça rentre très facilement dans la glace. Donc même si je suis d'accord avec vous qu'en watts par mètre carré, il y en a peut-être moins, en fait, ils rentrent tout de suite dans la glace. Alors que ceux-là, ils ont beaucoup de mal à rentrer, ce qui vous donne que vous avez un coefficient thermique, je vais changer la diapo, mais qui est quasiment 100 fois plus forte là que là. Donc même si la température, je suis d'accord avec vous qu'en watts par mètre carré, il y en a plus qui arrivent là, le facteur 100, il vous récupère que c'est plutôt là que ça compte. Donc celui-là, on va dire qu'il est négligeable. Donc, venu de l'air, on va dire que la puissance venue de l'air... Mais c'est une bonne idée d'y avoir pensé, donc je vous félicite d'y avoir pensé. Parce que ça aurait pu être tout à fait important. Rayonnement. Ah, vous verrez, c'est merdique ça, parce que pour couper le rayonnement dans la flotte, c'est quand même pas gagné. D'accord? Bon, ben voilà, c'est tout, quoi. Bon, alors maintenant, vous regardez notre problème. En gros, si j'arrive à calculer combien de chaleur lui rentre dedans pendant 140 jours, ben, si j'ai la chaleur qui rentre dedans, j'ai sa chaleur latente, donc j'aurais calculé combien de feu de glace sera fondu, et puis c'est fini. D'accord? Je sais qu'il est rentré tant de watts, tant de joules. Tant de joules, ça me fait fondre tant de kilos, et puis le problème, il est fini. D'accord? Ben, ça, c'est facile à calculer parce que il suffit que je fasse la surface immergée. Alors, la surface immergée,
c'est 4 pi r au carré. Puis on va mettre 2 tiers. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est pas 2 tiers parce que c'est une surface sphérique, patac ou fin. Enfin, dans ordre de grandeur, c'est 2 tiers, d'accord. Alors on n'a pas R, on a la masse. Alors que vaut R? Vous voyez, c'est ce problème, ils aiment bien vous faire des trucs à tiroir si vous voulez. Ben, on sait que 4 tiers de pi r carré fois ρ, ça c'est la densité. Et bien c'est grand M, c'est la masse. Bon, pour l'instant, on va regarder grand R dans les calculs, on fera ça plus tard. Donc la chaleur reçue, c'est finalement H, ça c'est le coefficient de... Merde, comment ils appellent ça? C'est la résistivité thermique, si vous voulez. Donc celle-là, c'est une grandeur qui est donnée. Fois T de la mer moins T de l'iceberg. Et puis il nous reste quoi? Fois la surface et fois le temps. Je vais vous expliquer. Fois le temps, ça c'est le temps de voyage. Ça c'est la température de la mer. Ça c'est la température de l'iceberg. Alors là, on a une grosse approximation à faire. Alors, la résistance thermique, en gros, c'est la capacité à traverser, c'est le courant de chaleur qui passe quand j'ai deux températures différentes là. C'est une résistance, si vous voulez, mais thermique. Alors là, ça où c'est le plus ennuyé, c'est la température de la mer et la température de l'iceberg. La température de l'iceberg, on va le faire le bourrin, on va le mettre à 0. Et à la limite, ça, c'est pas trop grave parce que ça va pas trop bouger quand l'iceberg va voyager. C'est le plus emmerdant, c'est la température de la mer parce qu'elle va beaucoup bouger le long du trajet. Mais c'est très difficile de la prendre en compte proprement parce qu'on ne sait pas trop comment ça va bouger là où ça va se promener. Donc on va la mettre à 10 degrés. Et ça, c'est vraiment une grosse approximation parce que ça peut être plus ou moins, ça peut varier pas mal selon là où on est. Donc 10 degrés, c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, mais on va la mettre comme ça. Donc, si on a la chaleur reçue, on a la quantité de glaçons qui fond. D'accord. Et vous trouvez que c'est Q sur C, le CP, ça c'est la chaleur, CL. CL, ça c'est la chaleur latente de fusion. D'accord. Et on reprend tout ça. Ça nous fait petit h sur CL. Facteur de T mer moins T iceberg fois S fois T et puis c'est tout. D'accord. Donc je vous rappelle que et ça c'est des, normalement on obtient bien des kilogrammes, donc il faudrait le vérifier. Donc ça je vous rappelle, c'est le temps de voyage. Ça, c'est la surface. Ça, c'est 0 degré. Ça, c'est 10 degrés. Ça, c'est donné. Ça, c'est mal écrit. Ça, c'est donné. Et ça, c'est donné. Alors là, il faut que quelqu'un se lâche sur la calculette, ou alors je vais donner la réponse moi-même. Bon, je voulais calculer pour la semaine prochaine, on verra qui c'est qui trouve le bon résultat.
Alors, ce que vous voyez, je vais les mettre en ligne, hein, tout ça, donc vous inquiétez pas. Ce que vous voyez, ou ceux qui les veulent en PDF, je leur donne tout de suite. Hein. Mais s'il y a quelqu'un a une clé, je peux le donner en PDF tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voyez dans cet exercice, finalement, c'est que c'est toujours la même chose. Vous voyez que finalement, c'est que des fractions et des règles de 3. Il n'y a rien de plus méchant. Et que si vous le prenez dans le bon sens, il y en a vraiment pour 2 minutes. C'est juste des trucs à tiroir, vous voyez, pour trouver le machin, un truc. Mais fondamentalement, c'est le problème du glaçon qui fond dans de l'eau. Il n'y a rien de plus dedans. Mais si vous le prenez dans le bon sens, c'est facile. Par contre, si vous partez à commencer à mélanger les formules, vous n'en sortez pas là. Donc je suis content parce qu'il y en a pas mal qui sont arrivés assez loin, cet exo. Donc c'est très... Alors le problème du corps des Alpes. Le problème du corps des Alpes. C'est ce gros machin horrible là qui fait sonner en Suisse. Donc en fait le problème il est simplement si j'ai un point A ici où j'ai un truc qui crache, alors on va dire qu'il crache des ondes isotropes, donc ça c'est déjà un premier truc qui est plus ou moins vrai. Donc il crache avec 100 dB ici. Et puis au point B ici là qui est à au Nantais, je sais pas quoi là, est-ce qu'il va l'entendre sachant qu'il y a 9 km entre les deux. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? C'est d'abord que la puissance, c'est un truc qui varie comme 1 sur la distance au carré. Alors ça se comprend assez bien parce que la puissance, en fait, c'est un truc qui se répartit sur une sphère. Et vous savez que la surface d'une sphère, c'est 4 pi r au carré. Donc, quand la sphère augmente, la puissance se répartit sur 4 pi r au carré. Donc la seconde chose, c'est que l'atténuation, ça s'écrit simplement 10 log de l'intensité au point A sur l'intensité au point B. Donc si on considère que le point A, c'est simplement ce point-là, et on va appeler le point B le point A au Nantaise. Donc c'est le point B ici. Donc ce qu'on va écrire, c'est que l'atténuation c'est IA sur IB, mais comme on a IA qui est en D carré, en D-2, en 1 sur D carré, ça finit simplement à écrire que c'est 10 log de dB au carré sur dA au carré. Et en utilisant simplement les propriétés du log, on obtient que A est égal à 20 log de dB sur dA. Sachant que dB est égal à 9 km à peu près si on prend la carte, et dA est égal à 1 mètre. D'accord? Donc si vous mettez ça, finalement, l'application numérique, c'est simplement A est égal à 20 log de, donc dB ça fait 9000, puisque le dA vaut 1. Et on trouve une atténuation de 79 dB. Donc comment A a une amplitude de 100 dB, en B, on a une amplitude de 21 dB. Voilà, c'est la première partie du problème.
Alors, maintenant, le problème, c'est de savoir de quelle note on est en train de parler. Alors, le problème, alors d'abord, quel son va sortir de ce machin truc. Alors, un corps, ça a à peu près une tête comme ça. Alors, on va regarder que le fondamental. Évidemment, le fondamental, c'est quand vous mettez lambda ou lambda sur 2 dans le... Vous mettez lambda à peu près dans la longueur. C'est lambda ou lambda sur 2. De toute façon, l'erreur qu'on fait là-dedans, c'est qu'il y a aussi toutes les harmoniques. Donc les harmoniques, elles vont passer et ça, on n'en tient pas compte. Donc on regarde que le fondamental. Donc un corps. Donc la longueur du corps, c'est 3,4 mètres. La vitesse du son, on va dire que c'est 300 mètres par seconde. Donc ça nous donne une fréquence qui est égale à V sur lambda. D'accord. Et ça fait 300 sur, allez, on va mettre 3, ce sera plus simple. C'est-à-dire à peu près 100 Hz. Ok. Donc maintenant, il nous suffit de regarder notre courbe, où on a ici l'atténuation. Donc je vous ai dit, on a une atténuation comme ça. Et on regarde ici à 100 Hz. On regarde quelle est notre limite d'audition. Donc ça, c'est le seuil d'audition. Alors, ça, 19 Hz et 21 dB. 19 Hz et 21 dB, en fait, on est juste à la limite là, de l'audition. Donc on est par là. Donc on est à la limite du seuil d'audition. Donc en fait, on ne va pas l'entendre en fait. C'est vraiment bas quoi. Et en fait, je pense que les 100 Hz c'est un peu plus bas si on prend les vrais chiffres. Parce que si vous regardez, j'ai pris 3 alors qu'en fait c'est 3,4. Donc ça, c'est un peu plus bas la fréquence. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait compter toutes les harmoniques qui elles sont plus haut en fréquence. Donc les harmoniques étant plus haut, en fait, on a plein d'harmoniques qui sont par là. Et elles, on les entend bien. Voilà pour le corps. Maintenant, on va se plonger dans le problème de l'iceberg qui est tracté. Donc en fait, c'est un problème simple. Là, on a un iceberg ici qui flotte avec son petit ourson là. Et on le tire, on le tire, on le tire, on le tire, on le tire. Très loin. Regarde, est-ce qu'il reste encore un peu d'iceberg là pour faire de l'eau douce. Alors ça, c'est un trajet qui dure 140 jours. 140 nuits. Voilà. C'est la question qu'on se pose. Alors en fait, ce problème, il n'est pas très différent du problème de glaçons qui font dans l'eau. Hein. Simplement, la glaçon, il bouge. Il va falloir faire un certain nombre d'approximations, mais globalement, c'est le même problème. Alors, on va déjà faire un des premières approximations que j'ai en haut. Première approximation, on va faire l'approximation de l'iceberg sphérique. Donc l'approximation de l'iceberg sphérique, c'est que notre iceberg devient une sphère. Voilà. On va dire qu'on a à peu près 2/3 sous l'eau. Je crois que c'est à peu près ça. Bon, c'est des ordres de grandeur qu'on fait, donc c'est pas très grave. Et maintenant, il arrive en tout de cet iceberg là, parce qu'il a fondu. Bon. Alors ça, c'est bien parce qu'on va savoir calculer des choses avec ça. Vous savez, on va pouvoir calculer le rayon de ce truc, parce qu'on a sa masse, notre iceberg, au départ. Maintenant, pourquoi il fond? Parce qu'il est dans l'eau, parce qu'il est dans l'air. Alors, il y a un truc qui est compliqué, par contre, c'est la température de l'eau. Parce que ça, c'est important, parce que c'est ça qui le fait fondre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment elle varie, parce qu'elle varie selon le chemin qu'il prend, selon tout un tas de trucs. Alors ça, c'est une approximation assez violente. On va la fixer à 10 degrés. Ce qui est évidemment un petit peu faux. Et lui, on le fixait à une température nulle. Et tout ça, c'est bon, ça c'est vraiment mis à la main, et ça, c'est pas très précis. L'air, on va le mettre à ce qu'on veut. En fait, vous verrez que c'est pas très important. Ça, vous pouvez le mettre à 20 degrés, à ce que vous voulez, c'est pas très important. Par contre, ces deux chiffres-là,
c'est vraiment mis à la louche et ça peut faire varier quand même pas mal le résultat. Alors, on va calculer simplement la quantité de chaleur qui arrive sur notre iceberg. Donc, c'est essentiellement par l'eau. On a quelque chose qui est simplement T. On va appeler ça T0. Hein. T0 moins T. Alors, je vais vous définir un certain nombre de choses. H, c'est le transfert thermique de l'air. On verra tout à l'heure ce que ça vaut. Après, j'ai... je l'ai appelé comment l'autre? Je crois que c'est elle que je l'ai appris. Transfert thermique. De l'eau. Voilà. Donc, on va l'appeler plutôt TO, hein, d'accord, ce sera bien, ça. Fois L. Et là, on obtient un transfert en watts par seconde. Et par mètre carré. Donc, pour aller plus loin, il faut que je multiplie par la surface d'échange. D'accord, on va tout fixer avec cette surface. Et par un temps qui va être simplement le temps mis pour aller de là à là. D'accord, donc ça, c'est le temps de trajet. Et la surface, c'est la surface d'échange qui est simplement celle-là. D'accord? Donc la surface, celle qu'on va chercher, cette surface-là, d'accord? La surface, elle vaut 4 pi r carré fois, allez, on va mettre 2 tiers pour faire bien. D'accord? Donc, on obtient simplement que l'eau, l'énergie apportée par l'eau, c'est T0 moins T de l'eau fois L fois T fois 8 tiers de pi r carré. Et puis pour l'air, vous trouvez immédiatement que c'est T0 moins TR fois H, d'accord, fois T fois 8. Alors c'est pas 8 pi, ce on va dire c'est 1 tiers, puisqu'on est dans l'air, de pi r carré. Ok. Donc ça c'est 2. Donc maintenant qu'on a les apports de chaleur, si on veut calculer la masse fondue, il nous suffit d'avoir la chaleur spécifique de l'eau, chaleur latente, pardon, de l'eau. Donc si je vous dis qu'il faut Cp joules pour faire fondre 1 kg ou 1 litre de glace, eh bien, ma foi, on va appeler simplement MF, c'est 1 sur Cp. Et puis, on va mettre en facteur un peu tout ce qu'on peut mettre en facteur, hein, dans ce bazar. Donc, en particulier, 1 tiers de pi r cube, de pi r carré, on peut les mettre en facteur. Hein, ça ne mange pas de pain. Et il nous reste finalement ici, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça. Et il nous reste finalement le T aussi qu'on peut mettre en facteur. D'accord, donc ce que j'ai mis en facteur est simplement le T ici. 1 tiers de pi r carré, d'accord, parce que le 8, je ne peux pas le mettre en facteur. Ici, et donc là, et donc il nous reste donc ici dans la parenthèse il va nous rester un terme 8
L T0 moins TE plus H T0 moins TR. Voilà, ça c'est la formule exacte. Et donc si on veut la proportion de glace qui a fondu, on écrit simplement que MF sur M est égal à pi R carré fois T sur 3CP fois M, facteur de 8L, facteur de T0 moins TE, plus H, facteur de T0 moins TR. Alors une fois on en est là, on pourrait dire que c'est fini. Alors en fait, c'est pas tout à fait fini parce que vous voyez, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a un M là, puis un 1M là. Bon, c'est pas très joli. Ici, on voudrait une solution qui ne dépend pas de M. Mais heureusement, on peut exprimer M en fonction de R parce qu'on a la masse volumique de la glace. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici la masse par cette expression. Donc ici, j'ai c'est-à-dire ici pi R carré T sur 3CP. J'ai 8L facteur de T. C'est 5 contre un coefficient thermique ici de la... écrire la chose suivante. J'ai écrit que le volume de masse fer fois la densité de la glace, c'est égal à la masse. D'accord? Ça, c'est toujours vrai. Et donc, du coup, je vais pouvoir le répondre sur M, qui est égal à 1 sur la masse, donc ça me fait 3 sur 4, 1 sur pi R cube rho, fois tous les... Puis j'ai toujours dans ma parenthèse, donc j'ai 3L rho T0 moins T de l'eau plus H facteur de T0 moins TR. D'accord, c'est ça. Alors là, je peux regarder un petit peu ce qui se simplifie. Donc vous voyez que les R, les pi s'en vont déjà. Ok. Les pi vont s'en aller. Donc les 3 s'en vont. Les R carré, il me reste le R carré s'en va, il me reste plus qu'un R ici. Et puis c'est tout ce qui s'en va. Donc j'obtiens finalement ici, c'est la formule finale, que MF sur M est égal à T sur 4 euros CP, facteur de 8L, facteur de T0 moins TE, plus H, facteur de T0 moins TR, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la solution exacte. Alors maintenant, on peut quand même regarder un peu ce qui se passe au niveau des différents coefficients. Ok. En particulier au niveau de ce qui se passe là. Alors vous apercevez que, évidemment, il fait beaucoup plus chaud dans l'air que dans l'eau. Mais en fait, dans ces coefficients, ce qui se passe, c'est que vous avez la transmission de la chaleur entre l'air et l'eau est très très faible, puisque vous avez un très mauvais contact thermique entre la glace et l'air. Donc vous avez ici un coefficient H qui vaut, comme on l'a vu, de l'eau entre l'eau et la glace, qui vaut 100. Donc en fait, finalement, ce terme, ici, il est relativement négligeable. D'accord ? Dans la réalité, ce terme-là, on peut quasiment le négliger. Et alors, si vous faites des calculs, vous allez trouver normalement que l'application numérique vous donne à peu près que la moitié de l'iceberg a fondu.
Alors évidemment, le problème, c'est que vous voyez, c'est la fonte en fait par les côtés de l'iceberg avec l'eau. Donc en fait, ce que les gens cherchent à faire maintenant, c'est comme un iceberg. En fait, c'est pas une sphère, hein, c'est droit comme ça. Ils voudraient descendre des sortes de rideaux, vous voyez, le long de l'iceberg, là, comme ça. Justement pour couper ce coefficient-là. Ce coefficient-là qui nous embête, parce que c'est l'attraction vers l'eau. Donc il faudrait faire comme dans les combinaisons de Posé, si vous voulez faire une sorte de couche d'eau, ici, qui soit à la température de l'iceberg et qui empêche la chaleur de l'autre partie de la mer de rentrer. Donc ça ferait une sorte de couche isolante qui empêcherait la chaleur de rentrer. Et là, on gagnerait beaucoup parce qu'on couperait les échanges thermiques à ce niveau-là. Et donc l'iceberg, cette couche limite-là nous permettrait à l'iceberg de beaucoup moins fondre parce qu'il serait beaucoup moins sensible aux apports thermiques de la mer. Voilà.